Parfois, les vérités les plus profondes sont juste là, sous notre nez. Elles se cachent dans des schémas qu'on observe tous les jours sans vraiment y penser. Eh bien, au XIXe siècle, un scientifique absolument brillant, Francis Galton, a été le premier à mettre le doigt sur un de ces schémas. Une sorte de force statistique invisible qui en fait gouverne une bonne partie de notre monde. Voilà, c'est typiquement le genre de question qui fascinait Galton. On l'observe pour le génie, oui, mais aussi pour le talent sportif, et, comme il allait le découvrir, pour quelque chose d'aussi simple que la taille. C'est un vrai mystère, qui semble aller à l'encontre de nos intuitions sur l'hérédité. Pour bien comprendre, il faut se replonger au XIXe siècle. À l'époque, l'hérédité, c'était une énigme totale. Et Galton, lui, était obsédé par ça. Il était persuadé qu'il devait exister des lois simples, fondamentales, aussi prévisibles que les lois de la physique, qui régissaient la transmission des traits. Sa quête n'était pas juste philosophique, non, elle était profondément mathématique. Pour lui, si une loi existait, elle devait se voir dans les chiffres. Il s'est donc mis en tête de trouver ces chiffres, de les mesurer pour la prouver. Et sa première grande découverte, il ne va pas la faire en étudiant les humains, pas du tout, mais avec quelque chose de bien plus humble, des pois de senteur. Et ce sont ces petites graines qui vont lui révéler un secret immense sur le fonctionnement de l'hérédité. Le premier résultat de son expérience a dû le surprendre. Il a planté des graines exceptionnellement grosses et il a remarqué que la génération suivante, elle donnait bien des grosses graines en moyenne, mais systématiquement un peu moins grosses, un peu plus proche de la moyenne générale en fait. Et ce qui est fou, c'est que le phénomène était parfaitement symétrique. Quand il plantait des graines très très petites, la génération d'après était en moyenne plus grosse que ses parents. Dans les deux cas, que ce soit vers le haut ou vers le bas, la descendance était comme tirée vers le centre, vers la taille moyenne. Alors, Galton a utilisé le mot médiocre. Attention, pas comme une insulte, mais dans son sens purement statistique, moyen. Il venait de découvrir une force qui ramenait systématiquement les extrêmes vers le centre. Et il a baptisé ça la régression vers la médiocrité. Et il a même pu la quantifier, c'est ça qui est fort. L'écart de la graine fille par rapport à la moyenne n'était en moyenne que d'un tiers de l'écart de sa graine parente. C'était la toute première mesure chiffrée de cette force invisible. Mais bon, les graines, c'était juste un échauffement. Le vrai but de Galton, c'était de vérifier si cette loi incroyable s'appliquait aussi aux humains. Et pour ça, il a choisi un trait simple, facile à mesurer, la taille. Alors là, il a lancé une étude d'une ampleur énorme pour l'époque. Il a collecté les tailles de près de 1000 personnes. Mais pour faire parler tout ce flot de données, il a dû faire preuve d'une ingéniosité folle. Et voilà sa première simplification qui est juste brillante. Au lieu de considérer les deux parents séparément, il a simplement calculé leur moyenne. Il a appelé ça la taille mi-parentale. Et figurez-vous que ce chiffre unique s'est avéré être un prédicteur bien plus efficace de la taille des enfants que la taille du père ou de la mère prise individuellement. Sa deuxième astuce, c'était de créer un standard commun. Il a multiplié la taille de chaque femme par un facteur constant, 1,08, pour en quelque sorte transmuer leur taille en équivalent masculin. Ça lui a permis de tout comparer sur une seule et même échelle. C'était très malin. Et une fois que ces données étaient bien organisées grâce à ces astuces, une règle d'une clarté, d'une simplicité saisissante est apparue. La loi que Galton cherchait depuis si longtemps était enfin là, sous ses yeux. Et pour la taille humaine, le chiffre magique, ce n'était pas 1/3 comme pour les poids, mais 2/3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant d'un parent qui est exceptionnellement grand ou petit ne sera en moyenne que 2/3 aussi exceptionnel. L'autre tiers de l'écart est perdu, c'est une régression vers la moyenne de la population. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la loi ne porte pas sur la taille absolue, mais bien sur l'écart par rapport à la moyenne. C'est l'écart d'un parent qui prédit l'écart de l'enfant, mais toujours de manière un peu atténuée. Voilà, c'est ça, la loi de la régression. Alors, pourquoi ça se produit? Galton a trouvé une analogie géniale pour ça. Il dit « Imaginez que les traits exceptionnels d'un parent, c'est comme du vin pur. Et tout l'héritage de ses ancêtres, qui sont globalement dans la moyenne, c'est comme de l'eau. L'enfant hérite d'un mélange des deux. L'héritage exceptionnel est donc dilué par l'héritage moyen de toute la lignée. Alors, quelles sont les conséquences de cette loi? Eh bien, elles sont immenses et souvent contre-intuitives. Elles expliquent pourquoi, malgré l'hérédité, les populations restent stables et pourquoi l'excellence, finalement, est si difficile à maintenir sur plusieurs générations. C'est une force qui est parfaitement équitable. D'un côté, elle modère la transmission des dons exceptionnels, ce qui peut être un peu décevant, mais de l'autre, elle modère aussi la transmission des faiblesses et des défauts, et ça, c'est une immense source d'espoir. C'est avant tout une force stabilisatrice.
Donc on récapitule la règle principale. On part de parents qui s'écartent de la moyenne et leurs enfants, eux, ne s'écarteront en moyenne que des 2 tiers de cette même valeur. Mais alors attention, voici le paradoxe fascinant. Si on fait le calcul inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un enfant exceptionnel et qu'on regarde ses parents, eh bien, leur taille mi-parentale ne s'écarte en moyenne que d'1 tiers de la valeur de l'enfant. C'est pas du tout la même chose. Comment c'est possible? La réponse, en fait, elle est dans les probabilités. Il faut imaginer, il y a une immense majorité de parents de taille moyenne et seulement une toute petite poignée de parents de taille exceptionnelle. Donc même si la probabilité pour des parents moyens d'avoir un enfant exceptionnel est très faible, ils sont tellement nombreux qu'au final, ce sont eux qui produisent la plupart des individus exceptionnels de la génération suivante. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si cette force de régression ramène constamment tout le monde vers le centre, vers la moyenne, alors comment de nouvelles formes d'excellence ou des traits vraiment extrêmes peuvent-ils un jour apparaître et surtout se maintenir? C'est le grand paradoxe sur lequel l'œuvre de Galton nous invite à méditer.